Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus chez Carib ce soir. On est très heureux d'accueillir à nouveau Emmanuel Ruben, qui est un auteur qu'on a découvert grâce à Marianne, qui est là euh, avec Kadish, pour un Un orphelin orphelin célèbre célèbre et et un un matelot matelot. inconnu, puisqu'on avait raté en fait son premier ouvrage, Tayalta. Et à partir du Kadish, c'est vrai que c'est un auteur qui a commencé à nous passionner suffisamment, et en fait, on a toujours attendu avec une certaine impatience en fait ce que produisait Emmanuel Ruben. Donc on a eu la chance de le voir pour La Ligne des Glaces. On a adoré Ice Color. On va en reparler un petit peu tout à l'heure de ces livres. Et puis ensuite, il y a eu le doublé en fait Jérusalem terrestre et dans les ruines de la carte. Et c'est vrai que comme tu nous avais dit à cette occasion qu'il y avait donc ce roman qui était en préparation, qui était lié de plus d'une manière à Jérusalem terrestre, on était très impatient en fait de savoir à quoi ressemblerait ce texte, dont on ne savait pas à l'époque qu'il s'appellerait Sous les serpents du ciel. On en reparlera aussi tout à l'heure de ce titre. Je le savais peut-être pas non plus moi-même. Mais en tout cas, on avait découvert effectivement bah, des préoccupations, des choses qui t'importaient vraiment dans cette question d'Israël et de Palestine. Donc moi je vais vendre la mèche, c'est un choix à faire. On en reparlera tout à l'heure en disant les noms ne sont pas cités, mais franchement, il faut vraiment pas, faut vraiment faire exprès pour pas voir que derrière cette carte et cette situation fictive qui sont dessinées, on parle quand même d'Israël et de la Palestine. Alors, peut-être pas seulement, ça on en parlera, peut-être pas seulement d'Israël et de Palestine, mais notamment parce qu'on va y retrouver des thèmes de Jérusalem terrestre. Donc, comment décrire de quoi parle Sous les serpents du ciel sans dévoiler, ce qui est toujours un petit peu la difficulté dans ce type de soirée. J'arrive juste que donc sur cette carte, sur ce territoire, où il y a effectivement un État assez monolithique, assez conquérant, qui a occupé, pour différentes raisons historiques, un ensemble de, de terres qui historiquement lui appartiennent, font que un deuxième État est apparu sous une forme, métaphoriquement, mais peut-être pas uniquement métaphoriquement, d'archipel. Et qu'il y a évidemment des frictions terribles entre les populations, et qu'il y a des questions de terrorisme, de guerre, d'attentats, de ripostes, une sorte de choses qui sont à la fois familières et qui sont étrangement et joliment décalées dans ce contexte. Et puis il y a un mur qui joue un rôle assez essentiel, hein, qui s'interpose entre donc le territoire de l'État principal et les différentes zones de cet archipel. Et bon, voilà, ça c'est un cadre qui est omniprésent, qui est très fort, qui est tout sauf neutre, et dans lequel il y a un certain nombre de personnages qui vont prendre la parole pour raconter, euh, chacun à sa manière, avec son ton personnel, et on va parler de chacun de ces narrateurs, euh, ce qui s'est passé 20 ans plus tôt, quand un gamin, enfin un adolescent qui s'appelle Walid, a été oblitéré littéralement par une roquette, alors qu'il faisait voler son cerf-volant, en tout cas, alors qu'il semble qu'il faisait voler son cerf-volant. Il n'y a pas de cadavre, hein. Bon, ça a été un choc à l'époque, mais 20 ans plus tard, pour diverses raisons, ce, ce cadavre pas enterré va ressortir et donc va changer un peu la situation. Et donc il y a plusieurs narrateurs qui vont voilà, commenter les choses qui sont en train de se passer. Et moi, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur ce qui est en train de se passer. Après, on risque d'en dévoiler un petit peu en discutant, même sans faire exprès. Mais en tout cas, voilà, il y a une situation qui est à la fois explosive et en même temps qui est travaillée par tout un tas de forces, en fait, dans l'intérieur, dans les viscères, et pas seulement au sens métaphorique. Euh, et donc voilà, c'est ça Sous les serpents du ciel. Alors les serpents du ciel, on va en parler tout à l'heure, il y a entre autres une histoire de cerf-volant. Mais avant de parler de ça, moi j'avais une première question, hein, Emmanuel, si ça te convient, qui est justement, il y a une articulation forte, évidemment, entre Jérusalem terrestre, qui est paru il y a maintenant un peu plus d'un an,
Un peu moins. Un peu moins d'un an, pardon. Oui. C'était paru en octobre 2015. Oui. Non, un peu plus d'un. Un peu plus d'un an. Je croyais 2 ans par rapport à 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Ouais. Et sous les aspects du ciel, sous les serpents du ciel. Et donc Jérusalem terrestre, qui était un journal de résidence littéraire, c'est ce qu'il devait être au départ, et puis qui est devenu un peu autre chose. C'est un texte un peu mutant, hein, et moi je suis très curieux de savoir voilà comment les deux sont articulés, et puis de façon plus générale et peut-être plus intime, enfin si tu acceptes, de savoir d'où est né et s'est développé pour toi cet intérêt marqué donc pour Israël et la Palestine, après un parcours littéraire en tout cas qui a d'abord été marqué par l'Est et par le Nord. Alors, merci Hugues pour cette présentation généreuse. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent. Je dirais, pour répondre à cette première question, je dirais tout simplement que Jérusalem terrestre n'était pas prévu, en fait. Tout simplement, c'était un livre qui n'était pas prévu. Alors que Sous les serpents du ciel, même si à cette époque, évidemment, le titre n'était pas trouvé, était prévu. Jérusalem terrestre n'était pas prévu. Et ça, c'est un livre qui m'a été un peu arraché dans la mesure où il s'agissait de notes que je proposais sur mon blog, L'Araignée Givrée. Et progressivement, avec ces notes, on s'est rendu compte que ça pouvait peut-être faire un livre, et puis j'ai eu plusieurs encouragements à le faire. Et c'est avec Alexandre Civico, Chien Culte, qu'on avait décidé de publier ce livre. Quand je suis parti à Jérusalem, c'était avec le projet d'écrire ce livre qui s'appellera Sous les serpents du ciel. Et en fait, il y avait un petit peu le projet naïf d'un écrivain qui partirait comme un réalisateur, un peu part sur le lieu du tournage et croit que tout ce qu'il a imaginé va se réaliser. Mais en fait, les choses ont été un petit peu plus complexes que cela. Et finalement, mais j'avais déjà en fait le synopsis en fait du livre, il était déjà là, je l'avais proposé, et en effet j'ai fait une résidence d'écriture à Jérusalem qui était proposée par l'Institut français, et c'est le synopsis que j'avais proposé était déjà plus ou moins celui-ci, avec un rôle important notamment de ce mur, alors qui n'est jamais appelé le mur dans le livre, qui est appelé le grand barrage, et un rôle important notamment aussi des cerfs-volants qui permettaient de faire le pont, l'aller-retour de part et d'autre du mur. Alors, Jérusalem, c'était un endroit où je voulais aller depuis longtemps pour plusieurs raisons, qui sont notamment des raisons familiales. Et il est vrai que que j'ai longtemps été attiré par le nord et par l'est. Se voyait peut-être dans la ligne des glaces, dans Escolor notamment, l'est avec Alta et Alta. Là, on reste à l'est, parce qu'on a à peu près la même, du point de vue de la longitude, c'est à peu près la même que celle de Yalta. Mais par contre, on est sensiblement plus au sud, mais Jérusalem est un point cardinal sur les cartes. Et dans les cartes médiévales, ce qu'on appelle les cartes en T dans le haut, il faut pas oublier que Jérusalem était le nord, d'une certaine manière, puisque ces cartes étaient toutes dirigées vers Jérusalem. Donc Jérusalem reste, d'une certaine manière, un nord, et c'est un nord aussi parce que Israël, qui détient la majeure partie aujourd'hui de la ville, est un pays du nord, dans le sens où c'est un pays qui fait partie des pays riches. Donc pour moi, ça reste d'une certaine manière un nord. Ensuite, le rapport entre les deux livres, alors évidemment, comme tu l'as bien dit Hugues, dans Sous les serpents du ciel, Jérusalem n'est jamais nommée, peut-être à toute fin, mais d'une façon qui fait pas évidemment référence à la Jérusalem terrestre, mais plutôt à la Jérusalem céleste. D'où le titre. Il fallait que dans ce titre il y ait ciel, puisque l'autre était la terre, donc il fallait qu'il y ait la terre et le ciel.
Et je voulais que les lieux ne soient jamais nommés. Ce qui est toujours une prise de risque en fait finalement en littérature, parce qu'à partir du moment où on fait ça, eh bien les gens sont un peu perdus parce que il faut aujourd'hui des accroches évidentes au réel. Or, c'est quelque chose qui me déplaît fortement et je crois au contraire que la littérature doit pouvoir continuer à évoluer dans des parages imaginaires. Et pour que la littérature évolue dans des parages imaginaires, il fallait presser l'éponge du réel. Et en fait, le Jérusalem terrestre, c'était cela, c'était presser l'éponge parce qu'en fait, pendant que j'étais là-bas, j'ai passé 2 mois sur place à arpenter le territoire, il fallait tous les soirs que je presse tout ce dont je m'étais imbibé, qui était en fait, ça a commencé le matin en lisant les journaux israéliens dans leur version anglaise, puisque je ne lis pas l'hébreu. Ensuite, arpenter le territoire, et c'était essentiellement les territoires occupés. Et puis, tous les récits qui m'étaient racontés, puisqu'en fait, je logeais chez les Dominicains pour la première partie de mon séjour, et puis ensuite dans un lieu qui s'appelle la Maison d'Abraham, qui s'est transformé en hôtel Belvédère dans ce livre, et qui est en fait qui appartient aujourd'hui au Secours catholique. Mais je voulais qu'en fait cet espace, avec ce grand barrage, avec ces îles du Levant, avec cet archipel, dise tout simplement quelque chose du monde dans lequel on vit, qui est un monde où les murs sont de plus en plus présents, qui est un monde aussi avec ce rapport très 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 complexe et très même mensonger, on va dire, à la réalité, avec les fake news et tout ça. Donc c'était ça qui m'intéressait. Oui, je pense. Peut-être je fais un... Ouais, juste avant de lire l'extrait, alors en tout cas pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas lu Jérusalem terrestre, je vous encourage vraiment à en faire une lecture soit juste avant, soit juste après Sous les serpents du ciel, parce qu'il y a vraiment une résonance exceptionnelle. Et il y a effectivement cette façon dont le séjour chez les Dominicains se transforme en toute autre chose dans Sous les serpents du ciel. La manière dont l'hôtel Belvédère, effectivement, quand on voit dans quoi il est enraciné, c'est particulièrement, enfin j'ose le dire, c'est jouissif de voir le travail de l'imaginaire sur le matériau lui-même. Et puis il y a une expérience que moi je trouvais particulièrement forte à la lecture, qu'une expérience presque photographique ou cinématographique, et qui est pourtant faite uniquement avec des mots, hein, qui est l'expérience physique du barrage ou du mur, notamment en visitant le saillant de Quelquilia. Dont la situation géographique tout à fait particulière, donc totalement enchâssée, ou presque, avec vraiment un aspect de goulot d'étranglement, donne une résonance extrêmement forte, cette fois géographiquement, physiquement, à la notion de grand barrage, dont on va reparler tout à l'heure, et notamment à la manière de défier, d'une certaine façon, ce mur sous des formes variées. Je pense qu'effectivement, ça vaut le coup justement de parler peut-être de checkpoints et de choses comme ça. Donc, alors il y a cinq narrateurs dans le livre. Le premier narrateur s'appelle Daniel, le deuxième narrateur s'appelle Mike, le troisième c'est Djibril, ensuite, j'espère que je vais pas m'oublier, il y a Samuel. Il y a Samuel et puis il y a Walid. Il y a Walid quand même. Et il y a aussi un chœur féminin qui font plusieurs femmes, mais à chaque fois des femmes différentes, différents chœurs féminins. Et donc on va essayer de faire tourner un petit peu les narrateurs, et on va commencer par Mike. Je m'appelle Mike Zucker et je suis l'officier de réserve du checkpoint numéro 119, une des dernières sentinelles du grand ghetto blindé de l'Occident. Mes hommes me surnomment le gardien du phare pour plaisanter. Mais n'allez pas croire que c'est la haute mer que je surveille du haut de mon fortin. N'allez pas croire que ce sont des navires que je guide. C'est la terre aride et craquelée qui s'étend à l'horizon. Ce sont les vagues argentées des oliveraies qui scintillent à l'infini sous l'éclat du soleil. Ici, dans cette partie de l'archipel, la mer est encore lointaine et le seul rivage que j'aperçois là-bas au loin quand je monte au sommet du Mirador est celui, jaune et vallonné à l'infini, du désert.
Ce sont des autobus, des taxis collectifs, des semi-remorques, des camionnettes, parfois même des charrettes tirées par des bourricots qui se pressent tous les jours sous nos tourelles. Ce sont des hommes, des femmes et des enfants que nous filtrons à longueur de journée comme des carottes ou des navets. Ce sont des êtres humains que nous parquons comme du bétail. Lorsque j'ai été affecté il y a 20 ans à ce satané checkpoint, aux portes du désert, c'était mon placard, mais je m'y suis habitué. Au point que c'est aujourd'hui mon domaine réservé, ma petite seigneurie bardée de radars et crénelée de fils barbelés. Si le feu part, si les bombes lacrymo fusent, si nous lâchons une grêlée de nanodrones contre des terroristes présumés, si un touriste un peu trop curieux se prend une balle entre les 2 yeux, c'est que j'en ai donné l'ordre. En principe, je passe ma journée au bureau, derrière mon ordinateur, le nez plongé dans la paperasse informatique, à régler des affaires sans intérêt. Des histoires de sauf-conduit ou de laisser passer des querelles de troufions, des plaintes pour harcèlement, des empoignades entre 2 voyous, des urgences médicales. Une femme enceinte qui perd des os, un homme poignardé qu'il faut accompagner à l'hôpital en lui tenant l'arme dans le dos pour éviter l'hémorragie. Un vieillard récalcitrant qui refuse de s'allonger sur le tapis roulant et de passer dans le tube de détection antiterroriste à cause de son cœur artificiel. Ma principale mission est de tranquilliser mes hommes. Je fais office de papa-maman ou de confident. Mon bureau est une sorte de confessionnal. On adore m'envoyer des morveux et des morveuses de 18 ans, des petits puceaux et des petites pucelles qui ont tout juste leurs règles ou de la barbe au menton, mais qui se prennent pour des Terminators. On a eu la bonne idée de foutre entre les pattes de ces conscrits un sacré engin dont la plupart ne savent pas se servir, mais qui peut semer la mort en 2 temps, 3 mouvements. Donc voilà, ce passage donne un certain ton du roman. Alors, simplement, je le dis tout de suite, hein, au risque, je crois pas dire que ça doit que ce soit, mais le personnage de Mike est beaucoup plus complexe et absolument passionnant, en fait. Là, cette introduction un peu mi-guerrière, mi-désabusée, que l'on devine bien. Mais je voudrais qu'on parle donc tout de suite d'un deuxième sujet un peu plus riant, si on veut, qui serait comment les cerfs-volants sont arrivés. Comment sont entrés en jeu jusqu'à investir le titre et la couverture. Les cerfs-volants, bon, je crois qu'il y a eu le roman de Romain Gary. Évidemment, Les Cerfs-Volants, qui est le dernier roman de Gary. Moi, j'adore Gary depuis que je suis gamin. C'est un auteur pour qui j'ai énormément de tendresse, parce que c'est un auteur qui a fait l'effort de se renouveler au prix d'y perdre son identité, ce qui est quand même assez rare, on va dire, dans la littérature. Les cerfs-volants s'imposaient parce que lors d'un premier séjour en fait en Israël, c'est une des premières choses que j'ai vues, des gamins qui jouaient avec des cerfs-volants, au point que j'en parlais dans les ruines de la carte. Déjà, c'était présent. Ça revient évidemment dans Jérusalem terrestre. Et quand je propose mon projet d'écriture à l'Institut français pour faire ma résidence là-bas, il y avait déjà les cerfs-volants qui étaient très présents. J'arrive à Jérusalem, et là c'est assez dingue ce qui se produit, puisque la Jeep qui est venue me chercher à l'aéroport, avec la directrice de l'Institut français, me dépose devant le couvent des Dominicains, où je vais passer un mois. Et quand je sors de la Jeep, je vois un gamin avec un cerf-volant. Je me dis, c'est fabuleux, tout est là, il ne reste plus qu'à écrire. Je vais regarder ce qui se passe, et puis le livre va s'écrire tout seul, en fait, d'une certaine manière. Je prends juste le temps de déposer mes affaires, je ressors pour voir le gamin, et je me rends compte qu'en fait, le gamin est en train de jouer au cerf-volant. Alors, quand j'arrive, le vent, parce que pour jouer au cerf-volant, il faut qu'il y ait du vent. Le vent affaiblit, et donc le gamin est en train de traîner le cerf-volant derrière lui, donc déjà le cerf-volant ne vole plus, et ce cerf-volant a une forme
pas très poétique, on va dire, puisqu'il a une forme d'avion de chasse, de bombardier, et il est taillé dans une espèce de toile de camouflage. C'est un gamin palestinien qui joue avec ce cerf-volant, et ça se passe sur l'ancienne ligne verte, qui est aujourd'hui effacée, puisque des deux côtés, aujourd'hui, disons qu'on est dans soit Israël annexé, soit ce que Israël a annexé des territoires palestiniens. En tout cas, il y a plus de matérialisation de cette ligne verte dans l'espace, à part le tramway qui passe là sur une pelouse très verte en effet, parce qu'elle est très bien arrosée. Et il se passe 2 mois, pardon, 2 mois de résidence, aucun cerf-volant. Je ne vois pas le moindre cerf-volant partout où je vais dans les territoires occupés, que ce soit à Naplouse, à Qalqilia, à Hébron, partout, je vois pas de cerf-volant. Je suis pas allé à Gaza, je regarde. Les cerfs-volants, c'est quelque chose d'important là-bas. Je vois par exemple des films sur notamment, il y en avait un qui s'appelle Flying Paper, je crois, qui est un film sur les cerfs-volants à Gaza, tout ça. Donc je me nourris à travers des images de cerfs-volants, mais je ne les vois pas vraiment. Un des derniers jours de mon séjour, sur la plage de Tel Aviv, je vois une gamine, à peu près du même âge que le gamin que j'avais vu, sauf que là elle est israélienne. Et cette gamine sur la plage actionne un cerf-volant. Alors cette fois-ci il vole, mais c'est le même cerf-volant en fait. Et c'est un cerf-volant pareil, taillé dans une sorte de toile de camouflage assez triste et en forme d'avion de chasse. Donc les gamins jouent avec les mêmes objets, quels qu'ils soient israéliens, qu'ils soient palestiniens. La guerre a tout investi et tous ces objets ont la couleur de la guerre. Ce jour-là, en me promenant sur la plage, je vois des pancartes qui m'informent, qui informent les personnes présentes, qu'il y a une exposition qui s'appelle Playing with the Wind, en anglais, un titre hébreu évidemment aussi, mais je ne lis pas l'hébreu. Et cette exposition, c'est une exposition sur les cerfs-volants qui se tient au musée d'Eret Israël, donc au musée de la terre d'Israël, à Tel Aviv. Donc je vais à Tel Aviv, c'est vraiment dans les tout derniers jours de mon séjour. Et là, l'exposition sur les cerfs-volants est assez fabuleuse parce que j'apprends énormément de choses. C'est là que j'apprends que les cerfs-volants sont utilisés dans les favelas, par exemple, mais pas seulement, comme on fait des combats de cerfs-volants dans les favelas. À Rio, notamment, mais ça a été raconté aussi dans le livre, je sais plus comment ça s'appelle, sur les cerfs-volants en Afghanistan. Le titre, c'est les cerfs-volants de Kaboul. Voilà. Où il y a aussi ces combats de cerfs-volants. C'est The Kite Runner, c'est ça le titre. Et donc j'apprends ça, toutes les techniques. Alors il y a différentes techniques pour ces combats de cerfs-volants, où on biseaute le rostre. Les cerfs-volants ont un rostre et ce rostre est biseauté de manière à pouvoir percer la toile de l'adversaire, les voiles de l'adversaire. Il y a de la poudre de verre, on enduit les fils de poudre de verre pour pouvoir couper le fil de l'adversaire et pour que l'adversaire, parce qu'il s'agit de rester le plus longtemps en haut dans le ciel. Et alors tout ça est assez connu. Puis on en vient à des choses un petit peu plus un peu moins connues, mais notamment qui sont racontées par Romain Gary, qui est comment les cerfs-volants ont pu, de même que les pigeons voyageurs, servir dans des villes assiégées comme forme de résistance. Mais quand on va encore un petit peu plus loin, on apprend qu'en fait, les cerfs-volants, et ça c'était expliqué dans cette exposition, les cerfs-volants ont servi pendant la guerre de 14. Les Français ont utilisé les cerfs-volants, et c'est un système qui s'appelle le système Saconnet, dans lequel on a monté une chambre photographique en panoptique, donc avec 8 sur une forme d'octogone, donc avec 8 vues différentes, et on faisait grimper ce cerf-volant dans le ciel et on pouvait observer les manœuvres de l'ennemi.
le champ de bataille. Donc là, je me suis dit, là, ça devient quand même très intéressant. Et donc, en fait, j'apprends qu'en fait, tout simplement, les cerfs-volants sont ancêtres du drone. Et qu'aujourd'hui, le fait que les enfants, par exemple, rêvent de drones, parce que j'ai rencontré des enfants qui rêvent de drones dans différents pays du monde, euh, en fait, ils ne font que reproduire, c'est le même rêve que le rêve du cerf-volant. Donc, voilà, ça c'était, c'est pour ça que c'est important, puisque en fait, Walid, on ne va pas dévoiler l'histoire, Walid se dirige progressivement, on va dire, vers le drone. Oui, bon, il y a une partie, enfin ça on ira peut-être tout à l'heure et sans vouloir dévoiler, sans vouloir projeter quoi que ce soit, mais de toute façon dans ces différents narrateurs, ça qui est toujours intéressant, c'est que surtout, alors là je vais faire une petite incise, mais parce que je crois que dans une autre interview, tu as dit que qu'il appartient pas à l'auteur de gloser ou de commenter sur l'éventuelle cohérence ou non de son œuvre. Mais en tout cas, quand on n'en voit aucune. Ouais, mais alors justement, moi ce que je trouve frappant, c'est qu'il y a justement, mais après ça c'est à chaque lectrice ou à chaque lecteur hein, de faire, voilà, de lire comme il le sent, hein, bien entendu. Mais moi je trouve qu'il y a quand même des lignes de force énormes dans cette œuvre à ce stade, et, et j'aime bien la façon dont certains, on en reparlera au moins à propos d'un d'entre eux, hein, mais dont certains narrateurs, alors qu'ils aient gardé le même nom, comme ce sera le cas de Samuel, ou ou qui n'ait pas gardé le même nom, mais comme en fait certains personnages vont quand même se retrouver un peu insérés dans d'autres trucs. Et à travers ces voix-là, et je pense que ces voix, elles ont toutes quelque chose qui résonne pour toi dans un endroit clair ou obscur en fait de ton écriture, mais qui fait que tu as envie de les porter encore un peu plus longtemps, même si c'est sous des formes différentes. Et je me permettais cette incise parce que je trouve que voilà, par rapport à cette espèce de rapport entre le cerf-volant, donc ancêtre du drone, et moyen éventuel de contournement vertical du barrage, il y a un autre type de personnage quand même, moi qui, quand je l'ai vu apparaître dans les premières lignes du roman, m'a énormément surpris, il faut être honnête. Je crois que le nom n'est pas donné tout de suite, mais en fait après il est donné. Hein, donc c'est des Yamakasi en fait, et qui ont d'ailleurs été entraînés pour plusieurs d'entre eux dans des banlieues françaises. Hein, mais donc qui sont, alors je sais pas si tout le monde connaît les Yamakasi, mais c'est c'est un mythe quasiment, mais qui est devenu un mythe Luc Besson, donc c'est un peu particulier. Mais c'est effectivement des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, ils sont pas nécessairement si jeunes que ça, mais en tout cas assez athlétiques, hein, puisqu'il s'agit de franchir en fait des obstacles, notamment des obstacles verticaux, ou des vides en longueur en fait, mais dans des circonstances toujours assez incroyables, avec un rythme, une tonicité, une chorégraphie, donc qui le rapproche évidemment beaucoup de la danse, un compromis entre la danse et l'escalade, qui en fait quelque chose. Donc quand on voit alors il y a des centaines de clips hein, sur YouTube, tous plus spectaculaires les uns que les autres, dans des endroits les plus effrayants les uns que les autres, assez souvent. Et donc il y a une présence extrêmement forte de ces Yamakasi dans Sous les serpents du ciel, et je veux savoir voilà, d'où ils étaient venus, eux. Bon, en fait, ils sont venus. Moi, je connaissais pas, j'avais jamais vu le film. Je connaissais rien. En fait, je savais même pas le nom de Yamakasi. Pour moi, ça ne voulait rien dire. J'étais à Jérusalem quand une personne qui travaillait à l'Institut français. Bon, il y a deux instituts, il y a deux centres culturels à Jérusalem. Il y en a un à l'est, un à l'ouest. Donc, il travaillait à Châteaubriand. Donc, Châteaubriand, c'est à l'est, à l'ouest, c'est Romain-Gary. Et moi, je travaillais avec les deux. Qui s'appelle Alice Rollo, qui était souvent mon guide. Enfin, elle me donnait souvent en fait un peu des idées pour le livre, et puis des endroits où aller. Et puis elle me dit bah voilà, je connais des jeunes qui font du parcours. Si tu veux les voir, ils sautent par-dessus les toits de Jérusalem. Alors, Avec un K. Pour moi, c'est donc parcours avec un K et sans S à la fin. Et on les appelle aussi des traceurs. J'aime bien l'idée de traceur parce qu'il y a vraiment quelque chose de géographique, hein, comme tracer, on trace dans l'espace un itinéraire. Et je lui ai dit, bah, je vais venir les voir avec toi. Je me souviens, c'était au mois d'octobre. D'ailleurs, moi, je revenais d'Hébron, qui est quand même la ville la plus divisée au monde. C'est vraiment, si vous voulez retrouver l'ambiance qui a pu être celle de Berlin, il faut aller à Hébron, bien plus qu'à Jérusalem. Et
Et en effet, alors sur les toits de Jérusalem, c'est gamin, mais il n'y avait pas que des gamins parce que ça allait de tous les âges. Donc là, dans le livre, j'ai dit ça va de 9 à 39 ans. 36. 39. 39, je crois. Puisque Djibril est un petit peu plus âgé que Walid. Et ces Yamakasi, si on peut les appeler comme ça. Si vous voulez, d'ailleurs, vous pouvez aller sur mon profil Facebook et vous verrez la couverture. C'est une photo que j'ai prise là-bas sur les toits de Jérusalem. Donc, sauter par-dessus les toits en s'agrippant à toutes sortes d'obstacles. Il y avait des moments qui étaient assez magiques parce qu'on avait l'impression qu'ils sautaient par-dessus le Saint-Sépulcre, donc c'est quand même quelque chose. Moi, j'étais plus dans une imagination Prince of Persia, parce que quand j'étais gamin, j'ai beaucoup joué à Prince of Persia, et c'était plutôt ça, en fait, qui rejouait pour moi. Et puis donc, alors, bien sûr, j'étais pas seul, il y avait d'autres personnes qui étaient venues pour les prendre en photo. Et alors, il y a un moment il y a une photo comme ça que j'ai prise qui est assez dingue, parce qu'on voit deux gamins juifs qui passent donc avec leur kippa, qui sont des enfants en fait de colons qui ont réinvesti des maisons de la vieille ville, de la partie musulmane de la vieille ville, et ils passent tous les deux sur, je crois il y en a qui sont sur un vélo à roulettes et l'autre je sais plus très bien, et on voit ces gamins palestiniens qui sautent à côté, mais cette espèce de cohabitation sans être une cohabitation, parce qu'en fait ils se parlent pas, mais ils s'échangent quelques regards simplement, était quelque chose d'assez fou en fait. Alors évidemment tout de suite, bon pour moi je me suis dit c'est en effet une forme de, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, je reprends le terme que tu as employé, de sublimation en effet, d'une possibilité, si tant est qu'il y en ait une, de traverser, de sauter par-dessus le mur. Donc c'est pour ça qu'à un moment j'imagine que un de leurs paris va être de franchir le mur. Je vais peut-être lire un passage de Djibril. Ouais, de Djibril. Nous avons entre 6 et 36 ans et nous venons de tous les bleds environnants. Le plus jeune s'appelle Omar et le plus vieux c'est moi, Djibril, alias le Parisien volant. À mon âge, je passe pour un vieux schnock dans la petite bande de traceurs, mais je suis aujourd'hui leur coach, leur entraîneur, la mémoire vivante de l'asphalte. Je me balade toujours avec une mini-caméra glissée dans ma poche ou fixée autour du front, et c'est moi qui réalise les films que nous diffusons sur la toile. C'est grâce à des mecs dans mon genre si le parcours est devenu si populaire dans tous les bleds de l'archipel. Depuis une dizaine d'années, le parcours a supplanté tous les autres sports. Nous sommes forcés de refuser de plus en plus de gamins désœuvrés qui rêvent de voler sur les toits de la ville. Et il n'y a plus que quelques has-beens qui jouent au foot, au hand ou au volley. La boxe et les arts martiaux, parqués dans leur ring ou sur leur tatami, ne peuvent pas rivaliser avec un sport qui a le béton pour tatami et qui fait de n'importe quel immeuble en ruine un ring géant. Les flics ont tenté de nous éradiquer, après avoir interdit les cerfs-volants, interdit les drones, interdit toutes les machines volantes que nous bricolions dans notre coin pour passer le temps. Ils se sont attaqués aux hommes volants. Ils ont coffré plusieurs d'entre nous, mais à chaque tête coupée, ils en repoussaient une dizaine. Hier, nous allions user nos baskets sur les toits de Paname, de Londres et de Berlin. Nous étions prêts à tout pour rencontrer là-bas nos maîtres et apprendre d'eux les techniques les plus audacieuses pour épater les meufs et rendre fous les keufs. Aujourd'hui, ce sont les traceurs de tous les pays qui rappliquent sur nos toits pour voir comment nous réécrivons la ville et revisitons la discipline en défiant la frontière. Alors ça, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a cette dimension effectivement internationale, et c'est l'un des points où l'ancrage et ce que tu indiquais tout à l'heure, hein, le fait de volontairement, de façon, enfin voilà, moi j'ai pris une option, hein, qui est lamentable. D'habitude je fais jamais ça, hein, au début, mais en disant bon, on parle d'Israël et de Palestine, mais vous n'avez jamais entendu mais sur plein d'endroits de
ça, alors, tu joues quand même d'une façon extrêmement astucieuse sur un côté international, transposable, bien sûr. voilà, qui pourrait être ancré ailleurs. Mais c'était pas du tout ma question, c'était juste pour le rappeler, pour dire que c'est particulièrement sensible. Pour dire autre chose sur les Yamakasi, il y avait aussi ce qui était important, c'est l'idée d'un collectif. Il fallait qu'il y ait un nous puisqu'en fait, alors bon, je dévoile un petit procédé d'écriture dans le livre, qui est le fait que chacun, en fait, c'était, chaque chapitre, vous verrez, commence par un pronom personnel. Et donc, en fait, Djibril dit nous. Et donc, il s'adresse, il parle toujours à la première personne du pluriel. De même que celui que vous avez entendu tout à l'heure, qui est Mike, lui dit il. Il parle plutôt à la troisième personne du singulier, qui peut devenir des fois un impersonnel, un on. C'était un petit détail. Alors justement, par rapport à ces différentes voix, par rapport à ces 5 voix notamment, alors donc moi je tiens à préciser parce que, et encore une fois sans dévoiler les choses, c'est que chacun de ces narrateurs, et c'est là qu'il y a un jeu qui est vraiment un jeu de technique et d'intelligence narrative, chacun de ces narrateurs dont on va parler là, mais ont plus d'épaisseur que ce qu'ils délivrent d'eux-mêmes, et sont toujours un peu plus retors ou un peu moins innocents que ce qu'on peut s'imaginer à la première lecture. Et c'est souvent par les autres narrateurs que ça se dévoile, parce qu'il y a un jeu extrêmement subtil de récits et de contre-récits, en fait, qui tissent et qui font que c'est un roman qui est passionnant dans sa narration même, pas uniquement par ses sujets ou par les choses dont il parle. Mais donc la question en fait était parmi ces 5 voix en fait, quel a été le plus facile à mettre en scène pour toi, le plus aisé. Quand j'y réfléchis, il y en a pas, enfin, il y en a pas eu. En fait, j'ai décidé je crois que ouais, je sais pas. Peut-être c'est dans l'ordre dans lequel ça vient. C'est-à-dire que le premier qui prend la parole est Daniel. Daniel commence par dire tu. Le premier mot du livre c'est tu. Euh, parce que j'avais déjà écrit dans Kadish pour un orphelin célèbre, un matelot inconnu. Ça commençait par le tutoiement. Et c'est un procédé que je reprends plusieurs fois. C'était déjà présent dans Alta y Alta. Et c'est présent à la fin de La Ligne des Glaces. Donc je suis assez à l'aise avec je me sens assez à l'aise avec ce pronom personnel. En fait, c'est plus des problèmes de pronom personnel. C'est-à-dire que comme chaque personnage s'exprime à travers un pronom personnel, le tu me paraissait assez évident. Le jeu également. Donc Walid, ça a été aussi assez facile dans la mesure où euh, je Walid est un peu inspiré de gamins de banlieue que j'ai connus puisque j'ai été enseignant. Moi, j'aurais parié que, comme il y en a un qui était quand même déjà présent dans un roman précédent, bah non. Celui-là, il y aurait eu un effet de familiarité, mais peut-être justement pas. Finalement, non. En fait, pour écrire le personnage de Samuel, donc alors celui qui parle par contre à la troisième personne du pluriel, et qui dit il ou elle au pluriel, et est un peu détaché de ce qui se passe, qui voit un peu, qui est un observateur de la résonance. Il a été observateur de l'ONU, il revient 20 ans plus tard pour mener une enquête sur la mort de Walid. Samuel, qui est en fait Samuel Vidouble, j'ai ressuscité le narrateur de la ligne des glaces. C'était pas évident de le refaire parler ici parmi tous ces personnages, mais en même temps c'était important. Pour moi, c'était important qu'il puisse se perdre, puisque je voulais que ce personnage, parce que alors souvent la question qui revenait tout le temps sur La Ligne des Glaces, c'était alors Samuel Vidouble, c'est vous. Donc c'était un petit peu pénible, et donc je me suis dit, bah, ce Samuel Vidouble qui est moi, on va en faire un personnage parmi d'autres, un narrateur parmi d'autres. Comme ça, il va être complètement noyé, puisqu'aussi je voulais, en écrivant ce livre, c'est un livre qui est dans que j'ai vécu comme un refus d'identité, et un refus de style, et un refus de, voilà, alors, donc, ce brave Emmanuel Ruben, maintenant, il a fait La Ligne des Glaces, alors maintenant il va nous faire ceci. Et ça, je refuse ça, en fait. Je ne supporte pas cette assignation très, 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 qui est très, très fréquente chez les journalistes, notamment, de vouloir qu'un auteur refasse un peu ce qu'il a fait. Ça, c'est quelque chose que
que j'aime pas. Donc je voulais voilà mais ça n'a pas été évident de d'intégrer Samuel là-dedans. Et puis alors le plus difficile en fait, le plus difficile finalement ça a été les femmes, puisqu'en fait ce vous, donc les femmes elles c'est le vous, ce cœur féminin qui est écrit en italique dans le texte. Euh, le il n'était pas prévu, enfin, il a toujours été prévu, il était prévu au départ, sa place était manquante, j'avais refusé de l'écrire, et finalement, je l'ai écrit au dernier moment, au mois de janvier dernier, euh, enfin, février, pardon. Et donc, c'était ce personnage, mais alors, une fois que j'étais dedans, une fois que j'étais dedans, je me suis régalé. C'est assez extraordinaire parce qu'il y a vraiment cette rythmique bon, que moi j'ai appelé, mais pour caractériser, ce qui est toujours dommage d'une certaine façon, mais une sorte de rythmique de poésie féminine combattante qui vient effectivement d'abord, qui parle à la deuxième personne du pluriel, en effet, et puis qui est introduit finalement assez tôt dans l'ouvrage, qui est sinon de la prose et qui est dans le domaine du récit, hein, même s'il adopte plusieurs formes de récit, justement en jouant sur les pronoms. Et tout à coup, il y a cette irruption de poésie qui est donc quelque part entre le chant, la harangue, la déclamation, et qui va vraiment revenir comme une espèce de lame de fond, de rythme, et qui au fond va, en tout cas pour moi c'est comme ça que je l'ai reçu, qui va donner peu à peu son sens à l'ensemble. C'est-à-dire que les pièces, sinon, c'est pas facile de trouver la façon dont elles s'agencent, enfin, dans ces différents narrateurs finalement, qui pourtant interagissent sans arrêt, hein, mais il y a beaucoup de fausseté, de pièces qui ne se jointoient pas en réalité, parce que les gens sont tous, parce qu'en fait ils mentent tous. Ils mentent tous, y compris les plus inattendus. Il n'y en a pas un qui dit la vérité, donc comme ils mentent tous. Spoiler. Wow. Effectivement, il n'y a rien à spoiler, parce qu'on n'a pas dit... Oui, bon, ils mentent tous, c'est tout. Bon, bon. C'est pas grave. Bon, ils sont pas super fiables comme narrateurs. Mais donc voilà, c'est le cœur des femmes. En tout cas, moi j'ai trouvé qui donnait cette unité, et j'étais très curieux de savoir voilà d'où était venue l'envie et l'idée de mettre ce narrateur complètement différent, enfin qui est pas un narrateur, mais qui l'est un peu en même temps, mais qui vient chapeauter et informer tout ça en réalité. Elle s'imposait dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai arrêté dès le début. Je me suis dit, vous savez, un des trucs les plus difficiles pour un auteur, c'est de commencer un chapitre. Alors, à partir du moment où vous avez décidé que chaque chapitre, vous allez commencer par un pronom personnel, et qu'il y aura je, tu, il, nous, vous, il, alors ils sont pas dans cet ordre-là, vous avez réglé, je dirais, si je pouvais refaire ça à l'infini, j'aimerais bien. Le problème, c'est que j'ai décidé d'écrire quand même des livres un peu différents. Mais c'est génial parce que vous savez que tel chapitre, il va commencer par je, il va commencer par tu. Après, en fait, ça donne un ton. Et c'était ça qui était important, c'est qu'en fait, à partir du moment, parce qu'en fait, c'est un exercice que j'ai fait, et je vous conseille de faire l'exercice, si vous voulez vous amuser un petit peu, c'est vraiment quelque chose de tout simple. C'était un exercice que je faisais à Jérusalem parce que j'animais des ateliers d'écriture. Je le faisais plutôt avec les adultes qu'avec les enfants, mais je l'ai fait aussi avec les enfants. Mes adultes, ça les fait beaucoup rire. Vous prenez un passage d'un livre. Vous prenez La Recherche du temps perdu, vous prenez La promesse de l'aube, c'est un régal. Et La promesse de l'aube, vous le passez à la deuxième personne du singulier. Vous changez on peut changer aussi le temps des verbes. Mais si vous faites dire tu à Romain Gary, ça prend une tonalité alors que vous ne changez rien d'autre que le pronom personnel. La tonalité va être absolument différente. Il va y avoir quelque chose d'assez comique, d'assez héroïque-comique presque. Et donc ça, il y avait ça qui est venu au départ, mais alors je sais plus quelle était la question. Sur le cœur de femme. Oui, sur le cœur de femme. Alors le cœur de femme, il était présent dès le début, puisqu'en fait, voilà, j'avais décidé qu'il y aurait je, tu, il, nous, vous, il. Et sauf que quand j'ai rendu la première version du manuscrit à Émilie Colombani, mon éditrice, eh bien, j'avais enlevé le vous. Et je me suis dit, mais
en y réfléchissant, je me suis dit, il y a tout ce truc avec les pronoms personnels et tout, et il y en a un qui est absent, c'est un peu dommage. Et puis en fait, dans ton livre, il n'y a pas de femmes, enfin, il y a quelques femmes qui sont présentes ici ou là. Il y a par exemple Dana qui était la compagne de Mike, ou il y a Nida qui est la jeune fille dont la cousine de Walid, parce que Walid est amoureux de sa cousine. Mais voilà, elles sont présentes, mais les femmes ne s'expriment pas. Et je me suis dit, c'était en pensant en fait à quelque chose que m'avait dit un médecin palestinien dans un camp de réfugiés. Il m'avait dit, ce seront les femmes et les enfants qui feront. Il m'avait dit, ce seront les femmes et les enfants qui feront tomber le mur. En fait, voilà. Je l'ai cru, enfin, puis naïvement. Il dit la vérité. Il a quand même, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, qui a été capable de qui donnait qui faisait plein de choses, notamment avec les femmes. Les femmes, par exemple, il y avait une équipe de foot quand même dans ce camp de réfugiés, une équipe de foot féminine. Il y avait une salle de muscu pour les femmes et tout ça. Donc, il faisait vraiment en sorte de libérer la femme palestinienne. Et voilà, il me disait le jour où elles se seront totalement affranchies des hommes, eh bien, ce seront elles qui feront changer, et on le sait déjà, plus ou moins, puisqu'en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a des femmes israéliennes et des femmes palestiniennes qui manifestent ensemble régulièrement. Alors, ça reste une minorité, mais qui manifestent ensemble régulièrement contre le mur. Donc voilà, il fallait qu'elle soit là. Il fallait qu'elle soit là d'une autre manière que les hommes, puisque tous les autres narrateurs qui sont quand même très individualisés justement par leur style, par leur ton, par leur manière de parler très différente, ils sont des hommes. Il fallait qu'il y ait ces femmes en contrepoint. En fait, c'était un peu le contrepoint du récit. Il fallait absolument, enfin pour moi, il fallait que ce soit sous une forme poétique. Est-ce que tu nous as un extrait de ce vous? Oui, on peut. Vous pensez que la rue vous appartient. Vous pensez que les murs vous obéissent. Votre empire est le dehors, des murs, où vous laissez vos empreintes, comme un chien répand son odeur. Tandis que nous, les claquemurés, nous les encavés, nous les encuisinés, nous ne connaissons que le dedans des murs, la moisissure des intérieurs, la pourriture des charnières, la poussière des lustres et des tapis, des abat-jours et des étagères. Tous les murs de la ville portent les traces de vos journées perdues en palabres, à refaire le monde autour d'une tasse de thé, à mater les filles, à siffler les femmes, à deviner la forme d'une fesse, sous un voile ou le galbe d'un sein dans un corsage, malgré les capes de fantômes dont vous nous affublez. Et lorsque passe une grande blonde, une étrangère qui tortille un peu du cul, une femme en jean et bien foutue, les murs suintent sous vos doigts moites. Vos yeux se vrillent dans leurs orbites, vos torses se bombent, vos poils se hérissent, vos langues salivent, vos jambes s'arc-boutent à la pierre, et vous vous changez en mur, et nous sourions en voyant s'enfler vos braguettes. Chaque femme qui s'aventure seule dans les rues de la ville a pour nom salpute ou salope. Vous vous trémoussez comme des serpents, vous nous susurrez à l'oreille vos insanités. Lâchez d'abord le mur, bande de crétins, il ne va pas s'écrouler. Vous faites semblant de les combattre, mais tutoyer les murs vous excite, vous êtes maçon le jour et tagueur la nuit. La plupart du temps, vous êtes surtout de sacrés branleurs, qui n'attendez que le moment de glisser vos pieds sous la table du souper. En vérité, l'impuissance vous gagne. Les murs et les miradors sont les vestiges de vos sceptres virils et de vos royaumes déchus. Vos barbes hirsutes sont les tristes forêts qui masquent vos défaites. Vous les laissez pousser pour croire encore dans vos sortilèges de gorilles. Nous vous parlons de tous les pourtours de la zone avec un grand Z. Nous vous parlons de la grande balafre et de la ligne de friction. Nous vous parlons de toutes les banlieues maudites de la terre. Nous vous parlons des territoires perdus par vos pères. Nous vous parlons de tous les îlots de misère qui pourrissent à l'ombre des murs. J'avais oublié, c'était spécial dédicace Trump, en fait. Je crois que je me suis rendu compte à l'époque, c'était parce que le moment où j'avais renoncé finalement à l'inclure, bah, c'est le moment où Trump est arrivé au pouvoir, et je me suis dit, il est là, il faut lui parler, il faut lui dire 2 mots quand même.
J'aurais une autre question, mais je voulais juste mentionner au passage une mini digression pour rebondir sur ce que tu disais sur l'exercice qui consiste à changer en fait la forme. Voilà, je le mentionne, ça n'a aucun rapport avec Sous les serpents du ciel, mais je résiste pas. Si vous avez envie de voir quelque chose qui ne se limite pas à un exercice de style, mais qui utilise toute la puissance d'un changement comme ça, c'est un livre qui s'appelle La folie de l'or de Gilbert Sorrentino, qui est une histoire assez courte, qui est un western, avec une vraie histoire, et des vrais personnages. Simplement, le changement qu'a introduit Gilbert Sorrentino, c'est que l'ensemble est rédigé à la forme interrogative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phrase qui ne soit pas une question. Et ce simple passage d'affirmation à des questions donne à ce livre une tonalité complètement démentielle, quoi. Évidemment, tout est... il y a une sorte de doute permanent qui porte sur tout, sur des choses les plus simples aux choses les plus stratosphériques, et c'est incroyable comment le pouvoir d'une forme comme ça vient transformer la matière littéraire intégralement, à condition évidemment qu'il y ait du talent pour la mettre en œuvre, parce que voilà, je suis sûr que les exercices d'atelier donnent tous des romans aussi somptueux que Sous les serpents du ciel ou La folie de l'or. Mais Moi, je voulais préciser que le déclic, en fait, parce qu'au début, moi, je faisais, donc ça faisait tu, il, nous, vous, il, je, et donc Walid était le dernier à prendre la parole. Et je me suis dit, c'est con si tu fais tout le temps, donc il y a 5 parties, et je me suis dit, si tu fais tout le temps ça, que c'est tu, il, nous, vous, il, je, ça va être chiant. Et donc je me souviens vraiment le moment où j'ai ce déclic, je me dis, ben non, mais en fait, tu vas les permuter comme des chaises musicales. Et donc, en fait, le premier qui a pris la parole, le dernier qui a pris la parole, qui est Walid, dans la première partie, sera le premier qui prendra la parole dans la deuxième partie. Et en fait, je crois que le ressort dramatique du livre tient essentiellement à ça. Au fait qu'il y a un moment où j'ai bousculé le plan que je m'étais moi-même fixé, en fait. et je pense qu'en effet, ça rend notamment beaucoup plus saisissant lors divers manques de fiabilité. Ah, oui. Alors, j'avais une autre question, c'est la dernière question quasiment, qui serait... Alors, curieusement, bon, parce que je pense que ce n'est un secret pour personne, mais tu as une formation initiale de géographe et tu as un intérêt profond pour la géographie, même si c'est pas nécessairement pour la géographie académique, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui à l'université, mais plus pour la géographie profonde. Et donc, notamment, l'essai dans les ruines de la carte explicitait notamment une partie de ton rapport à la géographie. C'est omniprésent dans tous tes travaux. Une chose en revanche qui me fascine, et ça m'a déjà fasciné à propos de la ligne des glaces, et ça me refascine à propos de Sous les serpents du ciel, c'est que quand bien même il est question de territoire, de carte, de frontières, la notion de la frontière est évidemment essentielle, ici comme dans les autres textes, sans chercher des cohérences artificielles, mais j'ai l'impression que cette géographie, il y a vraiment, presque autant dans ce que tu fais, il y a un rapport à l'histoire qui est assez singulier, qui est extrêmement fort, qui vient donner son sens à l'ensemble, et donc, ne serait-ce que parce que le roman repose quand même sur le fait que des gens se prononcent, enquêtent ou racontent des bêtises à propos d'événements qui ont eu lieu 20 ans avant. De même, d'une certaine façon, que dans la ligne des glaces, il y avait des choses qui étaient dites ou non dites à propos de choses qui avaient eu lieu 55 ou 60 ans avant. Et donc je me demandais, ça va faire un tout petit peu pontifiant, j'en suis absolument confus, mais est-ce que pour toi, finalement, il n'y a pas vraiment de géographie sans histoire? Ça a l'air super pontifiant, je suis d'accord. Non, je répondrai tout simplement, je crois au continuum histoire-géographie. Mais là, je ne fais que citer Julien Gracq, qui croyait à ce continuum. Et je crois en France, on a l'habitude d'enseigner les deux. Moi, en enseignant la géographie, j'ai été fatalement amené à enseigner l'histoire. Si j'avais une formation allemande, germanique, ça serait pas comme ça, puisque en Allemagne, c'est séparé, la géographie et l'histoire. La géographie étant plus proche de la géologie. Non, je crois que c'est important, en fait, parce que nous avons cette conception de la géographie humaine. Et voilà, je crois qu'en effet, il n'y a pas de géographie sans histoire et vice-versa. Il n'y a pas d'histoire sans géographie. Les deux sont... J'ai énormément de mal à dissocier les deux. Alors, ce qui devient d'ailleurs problématique à partir du moment où je décide de ne pas nommer mes territoires, puisque évidemment, alors on pense que c'est des zones qui sont sans histoire. Mais le
En fait, l'histoire, je la recrée par l'histoire des personnages, tout ça, donc elle vient par Oui, la narration, j'allais fatalement, dire est qu'en humaine. fait, voilà, y compris en maniant des noms fictifs de pays, mais tu as réussi à redonner en fait une forme d'histoire, mais qui n'est pas nécessairement assignable. À aucun moment on va retrouver, enfin, il y a pas de guerre de 48 ou de guerre de 56, Non. clairement, ou de 67, ou de Une guerre des 100 73. jours, à un moment Il donné. y a en revanche des éléments de guerre, mais qui pourraient être autre chose. Et alors, ça c'est peut-être une, enfin, je sais pas si c'est vraiment une digression, et moi j'avais pas prévu qu'on en parle beaucoup, mais je pense que ça vaut la peine de le mentionner, parce que c'est une chose qui est frappante dès qu'on prend un peu de surplomb par rapport au roman une fois qu'on l'a fini, c'est qu'en effet, ça pourrait aussi être de la guerre civile, finalement, dans des pays qui sont pas du tout Israël et la Palestine, d'une certaine Hum, façon. Parce hum. qu'il y a effectivement cette question justement, de choc de pouvoir, enfin de pouvoir, de désir de liberté, de choses qui sont... Il y a tout un rapport sur un des fils rouges qui est quand même assez passionnant, même s'il passe par des choses qu'on pourrait croire un peu artificielles, parce qu'on est quand même dans une forme d'anticipation aussi, enfin, au sens science-fictif du terme. Les cerfs-volants, les traceurs, alors qu'aujourd'hui on parle de terroristes et de gens qui ont des gilets pour se faire exploser dans des autobus. Enfin, donc il y a quand même quelque chose, il y a une espèce et là on n'est pas du tout dans la sublimation, on est dans le fait de trouver une forme d'efficacité revendicative qui soit infiniment supérieure et de facto infiniment moins létale également que le terrorisme. Donc il y a aussi toute cette chose qui sous-tend et qui, elle, finit par s'appuyer sur de l'histoire qui est plus seulement l'histoire d'Israël et de la Palestine. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Hum. Oui. Oui, alors, bon, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Bon, pour, en gros, pour clarifier un peu ce rapport avec comment est-ce qu'on nomme ou est-ce qu'on nomme pas le terme, j'ai pensé que c'était en même temps, bon, c'est une contrainte en plus que je me rajoutais, donc c'était très plaisant. J'adore avoir des contraintes, des, des contraintes littéraires, et donc il y avait cette contrainte de ne jamais dire Jérusalem, de ne jamais dire Israël, de ne jamais dire Palestine. Et c'est intéressant. En fait, tout ça, ça s'est construit par strates, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, bah, en fait, ce territoire palestinien qui ressemble à un archipel quand vous regardez la carte, tu vas vraiment en faire un archipel. Et donc, dans le livre, c'est vraiment un archipel. Ça devient vraiment un archipel. Euh, je me souviens d'une carte qui avait été publiée en 2009 dans Le Monde diplomatique, d'un certain Julien Boussac, je crois, qui avait réalisé cette carte de l'archipel palestinien. Et ça m'avait fait beaucoup réfléchir à l'époque. Et je me suis dit, bah voilà, la tâche d'un écrivain à partir de là, c'est de réinvestir cette idée qui est l'idée d'un géographe et d'investir ce territoire. Qu'est-ce que ça serait en fait? Qu'est-ce que ça donnerait si en fait réellement, physiquement, euh, à la place du territoire occupé par les Israéliens, du territoire annexé par les Israéliens, donc qui correspond en fait à la zone C euh, de, des territoires palestiniens, eh bien, il y aurait la mer. Et qu'est-ce que ça donne si, en fait, tous ces îlots, qui sont des îlots métaphoriques sur la carte, devenaient des îlots réels, au premier degré. Et à partir de là, en fait, voilà, on reconstruit une géographie, on reconstruit Une économie. on reconstruit une histoire, et je crois que c'est ça la tâche de l'écrivain, en fait. Sachant aussi que, à ce moment-là, je me suis mis à lire, mais c'était pas préalable dans mon travail d'écriture, deux livres que je vous conseille énormément, qui sont En attendant les barbares, de John Maxwell Coetzee, qui est un livre fabuleux, vraiment, et qui désigne l'apartheid sans jamais le nommer, et qui pourrait désigner d'autres formes de confrontation dans le monde, qui je crois nous parle beaucoup aujourd'hui quand on le lit. Et puis Pierre Guillotat, Tombeau pour 500 000 soldats. Et peut-être aussi dans les cœurs, c'est ça aussi à ça aussi que j'ai pensé, parce que il parle de la guerre d'Algérie, c'est évident. Tout ça est évidemment. Alors tout ça, c'est que pour contourner la censure.
Mais aujourd'hui, il faut bien voir que si nous n'avons pas une censure qui serait la censure du général de Gaulle, il existe une censure bien plus importante, qui est une censure, qui est une autocensure, que, qui est à l'intérieur de nous, et nous n'osons pas toujours appeler un chat un chat. Et en fait, et notamment en littérature, hein, on est obligé de revenir à des formes de contournement qui ont pu être celles mais alors on a évidemment les risques ne sont pas les mêmes, hein. Il faut rester conscient, de cela, mais la censure n'en est pas moins présente qu'elle est devenue totalement intériorisée. Et aujourd'hui, si je vous dis bah voilà, j'ai écrit un roman sur Israël-Palestine et je vais y dire vraiment ce que je pense, c'est pas si évident à faire que ça, on va dire. Et voilà, je pense, moi je tiens à le signaler parce que ça est évidemment très vrai, mais justement par rapport à, enfin c'est ce que tu dis, c'est la force de la littérature, c'est pas un essai, hein, sous les serpents du ciel, c'est vraiment de la littérature, c'est de l'imagination, c'est de faire résonner les choses d'une façon qui peut être à la fois provocante, mais qui en même temps a beaucoup d'intelligence, de tendresse pour les personnages. Même le personnage dont on pourrait croire, enfin justement en faisant une lecture un peu brutale, en disant qu'il a le mauvais rôle, qui serait le Mike, comme narrateur, c'est un narrateur que moi je trouve extrêmement attachant, d'une énorme intelligence, et pas du tout uniquement parce que ce serait un Israélien désabusé, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui donne aussi son contrepoint à lui, par rapport à notamment certains discours de Djibril, par exemple. Tu vois, il a un vrai rôle, hein, ce Mike. Et je trouve que c'est des choses qu'on peut retrouver d'ailleurs chez certains écrivains israéliens, enfin que moi j'aime beaucoup, qui déploient beaucoup de finesse. Et je pense alors notamment, il y a évidemment Amos Oz, hein, dont on pourrait parler très longuement, mais je pense à des gens comme Yehoshua, qui ont beaucoup de finesse, et même comme Beaufort, qui va m'aider, l'auteur de Beaufort, Ron Lesham, pardon. Voilà, qui sont des auteurs israéliens, qui sont des... Est-ce que ça a vraiment un sens? Oui, ok, c'est sans doute des Israéliens qu'on dirait probablement de gauche, mais qui n'ont pas des visions caricaturales des choses, et qui donnent de l'épaisseur, en fait, à des porte-voix différents à l'intérieur d'un même roman, et je trouve qu'il y a une grosse force, hein, voilà. On parle bien de littérature, hein. Si on voulait faire un essai, on ferait un essai. Alors, chose, je me permets de le mentionner, qu'on trouve chez un auteur plus confidentiel, puisqu'il paraît chez un éditeur associatif qui s'appelle Dystopia, qui est Sébastien Juillard, et qui a écrit un très beau texte assez court, une novella de science-fiction, si l'on veut, qui s'appelle Il faudrait pour grandir oublier la frontière, et qui met en scène, dans un futur qui se passe dans 35-40 ans, 3 personnages principaux, qui sont en fait une lieutenant de l'armée israélienne, sachant que la paix a été signée, enfin la paix véritable, il n'y a plus de guerre à Gaza notamment, mais ces 3 personnages, donc une lieutenant de l'armée israélienne, un entrepreneur en fait de la nouvelle économie palestinienne, et puis un ex-djihadiste pas très repenti, font en fait 3 personnages qui ont de la vraie épaisseur et qui font se télescoper des choses, évidemment, qui parlent d'aujourd'hui en prétendant parler de dans 40 ans, mais qui le font avec beaucoup de talent également. Et un auteur israélien que tu n'as pas nommé, qui est un très grand, qui est pour moi l'un des plus grands auteurs israéliens, c'est Yehoshua Kenaz, qui a écrit un livre qui s'appelle Infiltration, qui est fabuleux, qui est une sorte de full metal jacket israélien, complètement de dingue. Et qui pourtant, mais je suis entièrement d'accord, et d'autant plus fort peut-être qu'il se passe à une époque de bien avant qu'on parle de territoires occupés et tout ça, puisque ça passe en 56. Ouais. Donc bien avant finalement la guerre des 6 jours et ce qui s'en est en suivi, bien avant le moment où peut-être l'armée israélienne en tout cas a perdu un bout de son âme au Liban en 82. Mais le fait de faire ce texte en 56, sachant que ça a été écrit plus tard. Ça a été écrit plus tard, mais ça parle de 56. Ça parle de 56 et c'est magnifique. L'arabe n'est jamais... en fait, c'est un peu le même genre de configuration que par exemple le rivage des Sirtes, où en fait l'ennemi on ne voit jamais l'ennemi. Et donc c'est des jeunes conscrits un émissaire de l'ennemi israéliens. Oui, il y a un moment, mais non, mais je parlais du rivage des Sirtes, pardon. Ah, oui, mais là
Là, il n'y a même pas d'émissaire, on voit rien. On entend un moment Min Ada, qui veut dire qui est le qui-vive, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, simplement des phrases en arabe. Et c'est un livre fabuleux qui montre vraiment, en fait, ça s'appelle Infiltration, mais en fait, C'est ça parle magnifique, de Infiltration. l'infiltration de la guerre dans le cœur des hommes. Et c'est un livre vraiment complètement dingue. Et c'est vraiment une sorte de Full Metal Jacket parce que on voit toute la violence à l'œuvre chez ces jeunes hommes israéliens. Moi, c'est un livre qui m'a énormément marqué, en fait. Mais y compris d'ailleurs la composante nécessaire de cette violence, hein, qui est pas du tout, c'est pas du tout un livre caricatural, hein, ni un livre antimilitariste, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Non plus, C'est mais un livre vraiment qui est d'une grande, un mélange de tendresse, d'exactitude et de vertige, en fait, par rapport à ce que chacun doit faire pour devenir aussi une machine de guerre efficace dans une situation de danger, enfin, qui est réelle. Et donc oui, c'est un livre fascinant, je suis tout à fait d'accord. Juste te demander peut-être pour finir, parce que l'heure tourne, sur quoi tu travailles en ce moment, quels sont tes projets d'écriture, j'entends. Je travaille sur un livre sur le Danube, qui s'appellera probablement Sur la route du Danube, manière de réconcilier, si c'est possible, Kerouac et Magritte, deux de mes grandes... Non, mais en fait, parce que j'ai... Bon, ça serait un peu long de revenir sur ce projet. À un moment, j'ai voulu écrire... Je suis un passionné de vélo. Et à un moment, j'ai eu le projet d'écrire une traversée de l'Europe en vélo. Et j'ai écrit plus de 80 pages de ce récit. Quand je me suis rendu compte que mes deux personnages narrateurs, qui devaient traverser cette Europe à vélo, au bout de 84 pages, ils n'avaient pas franchi la porte de Pantin. Donc je me suis dit, là tu arrêtes tout, tu poses tout ça et tu le fais parce qu'il y a un moment, voilà, où il faut passer. Et donc il devait descendre le Danube, partir de Paris, et ensuite retrouver le Danube. Donc ils étaient quand même très loin de la source du Danube en traversant la porte de Pantin à la 84e page. Donc peut-être qu'un jour j'écrirai ce livre qui sera finalement une sorte de Paris commencé déjà le livre sur Londres, sur Londres orbital. Voilà, ça sera un Paris, ça sera une sorte de Paris circulaire. orbital à vélo. Et puis, par contre, je vais écrire un livre, alors qui pour l'instant prend la forme d'une sorte de récit de voyage à contre-courant, donc qui part d'Odessa. Pour finir à Donaueschingen. Pour finir même à Mulhouse, puisqu'il faut bien arriver jusqu'en France, pour finir à Mulhouse, et donc en remontant le Danube, ce que j'ai matériellement fait, voilà, avec Benjamin Fournier, qui n'est pas là ce soir. Et voilà, j'espère ça. C'est un magnifique mot de la fin, mais en même temps, ça me gêne un tout petit peu parce que si maintenant on t'applaudit, tu risques de croire qu'on applaudit la performance sportive plutôt que la performance littéraire. Mais en tout cas, merci infiniment, Emmanuel, pour ce texte, pour cette soirée. Merci. Et... Merci à vous.